Un riche homme d'affaires a renvoyé un jardinier. Mais en ouvrant la lettre qu'il lui avait laissée, il s'est effondré. À Neuilly-sur-Seine, derrière un haut portail, aux initiales dorées, la villa de Charles Vernet étincelait comme un manifeste de réussite. Marbre poli, jardin à la française millimétrée, bassin où miroitaient des carpes japonaises. Un matin de livraison, l'homme d'affaires fit un tour de parc et vit une tache d'ombre, là où il exigeait du soleil. Une haie mal taillée, un massif décalé de 2 centimètres, une fleur fanée. Il leva la voix. Le jardinier leva la tête. Et ce qui aurait dû n'être qu'un rappel devint une humiliation. Quelques heures plus tard, une enveloppe blanche attendait Charles sur son bureau. Il la déchira d'un geste agacé et, en lisant, il se laissa tomber sur le cuir, le souffle coupé, comme si on venait d'arracher les fondations de sa maison. Abonne-toi si tu crois que la vraie valeur d'un homme se mesure à la façon dont il traite ceux qui n'ont aucun pouvoir sur lui. Like si tu penses qu'un simple mot peut réparer ou briser des années de silence. Le jour se leva sur l'allée de gravier blanc. Les chauffeurs déposaient des caisses de champagne. Un traiteur installait une arche de fleurs. Le soir même, Charles Vernet recevrait des clients asiatiques pour signer l'acquisition d'une start-up. Tout devait respirer la perfection. Il aimait ce mot, perfection. Il le prononçait comme on claque un chiffre en réunion. 46 ans, costume anthracite, montre fine, mâchoire serrée. Son regard tranchait l'espace comme une lame. Il marchait vite, notait mentalement ce qui clochait. Rien n'échappait à son œil, surtout pas les détails qui ne comptaient pour personne, sauf pour lui. Monsieur Vernet, la voix venait d'entre les rosiers. Amadou, casquette beige, gants verts, se redressa avec lenteur. Il avait les épaules d'un homme qui a porté la terre toute sa vie, des rides traversées de soleil et de pluie. Ici, depuis 12 ans. Il avait vu les arbres grandir, les saisons tourner, les maîtres changer d'humeur. Il manque de l'eau sur l'hydrangea, monsieur, dit-il doucement. La pompe de la serre donne des à-coups. J'ai prévenu la société hier. Charles ne l'écoutait déjà plus. Son regard était accroché à un carré d'allium au bord du bassin. L'alignement n'était pas parfait. Une tige piquait d'un angle têtu, minuscule, mais têtu. Il sentit en lui la vieille irritation monter, cette émotion qui lui assurait d'être vivant. On paye pour de l'ordre, pas pour du presque, lâcha-t-il. Ce massif, qui a validé ce tracé? Amadou ne répondit pas tout de suite. Il posa ses sécateurs, essuya ses mains sur son pantalon. C'est moi, monsieur. J'ai décalé pour que la racine n'étouffe pas. Si on force, la floraison sera belle ce soir. Mais l'an prochain, la plante mourra. Charles sourit sans joie. Magnifique dissertation. Dommage que je ne vous paye pas pour philosopher. Je veux que ce soit droit aujourd'hui. Vous comprenez ce mot? Sur la terrasse, 2 jeunes serveurs s'échangèrent un regard gêné. Le traiteur fit semblant de vérifier une facture. Amadou soutint le regard de son employeur, calmement. J'ai entendu, monsieur. Il se pencha, reprit ses gestes précis, sans brusquer la terre. Il travaillait comme on prie, avec la conviction que rien n'est acquis, que tout se mérite. Mais le temps, ce matin, n'était pas de son côté. Charles tournait, revenait, pointait l'ombre d'une feuille, la trace d'un arrosoir. À chaque remarque, le jardin se rétrécissait un peu plus autour d'Amadou. Ce banc n'est pas à sa place. Le figuier fait de l'ombre sur le chemin. Le gravier n'a pas exactement la même granulométrie. Le mot roula comme un caillou entre les dents de Charles, satisfait de sa précision. Je réglerai le banc après l'arrosage, répondit Amadou. Pour le figuier, on peut éclaircir, mais, coupa Charles. J'ai des invités à 19 heures. J'ai pas besoin de votre science de potager. J'ai besoin d'un jardin qui parle argent. Le mot blessa plus que le ton. Argent. Comme si la terre, l'eau, la patience n'étaient que des lignes de budget. Amadou saisit le sécateur, coupa la branche qui gênait. La sève brilla un instant au soleil. Il pensa à son père, au village, aux mains brunes qui lui avaient appris à écouter la plante. Nos vies se ressemblent aux racines, lui disait-il.
C'est en dessous que ça se joue. Et ça? Charles désignait maintenant un carré de pelouse, là où l'ombre de la maison grignotait le verre. La tonte laisse des vagues. C'est inacceptable. Vous avez passé la machine? Oui, monsieur. Le terrain se tasse près de la vieille canalisation. Il faut refaire le nivelage. Je l'ai noté 3 fois. Des pas claquèrent derrière eux. Émilie, l'assistante de Charles, surgit avec une tablette. Les investisseurs arrivent non plus tôt. 18h30. Le fleuriste a du retard, et le chef demande s'il peut brancher une prise en plus. Dites au chef que je veux un plan B sans électricité, et rappelez au fleuriste que je ne paye pas les excuses. Il crut voir l'ombre d'un sourire au coin des lèvres d'Amadou. Pas de moquerie, non, une fatigue. Et cette fatigue-là mit le feu à l'orgueil de Charles. Vous savez quoi? On va simplifier. Prenez vos affaires, Amadou. C'est terminé. Le mot tomba net. Les serveurs s'immobilisèrent. Le traiteur cessa de respirer. Une libellule se posa sur le bord du bassin, inconsciente, parfaite. Amadou ne bougea pas. Terminé, répéta-t-il, comme s'il goûtait le mot pour vérifier qu'il ne se trompait pas de langue. Vous m'avez entendu. Je ne garde pas des gens qui m'expliquent la vie. Vous partez aujourd'hui, je ferai livrer votre solde. Un long silence, seulement troublé par le bruit d'un camion dans la rue. Amadou retira ses gants. Ses doigts, nus, avaient des cicatrices que Charles n'avait jamais vues. J'ai planté le tilleul le jour où votre fils est né, dit-il doucement. Vous n'étiez pas là. C'était un lundi. Madame tenait le bébé contre son épaule et avait peur de le poser. Elle m'a demandé si les racines du tilleul sauraient tenir la maison. Je lui ai répondu que oui. Les racines tiennent quand on leur laisse du temps. Le visage de Charles se crispa. Gardez vos souvenirs. Je garde mon jardin. Amadou hocha la tête, sans colère. Il rassembla ses outils, rangea le tuyau, comme s'il allait revenir demain. Puis il disparut vers le cabanon, dans le fond du parc. Émilie souffla. Vous êtes sûr, Charles? On n'a personne pour ce soir. On paie, on a. Trouvez un intérimaire. La journée s'accéléra, poussée par l'angoisse des préparatifs. Les livreurs défilèrent. Les bouquets arrivèrent enfin. Le soleil grimpa, puis commença sa descente lente vers la Seine. À 16 heures, on n'entendait plus que le chuintement de l'arrosage automatique, régulier comme une respiration. À 17 heures, le chef répétait ses gestes. À 18 heures, le gravier paraissait plus blanc que le matin. Tout brillait. Tout hurlait perfection. Charles monta à son bureau pour enfiler une autre chemise. Sur le cuir sombre, une enveloppe l'attendait. Déposée bien droite, son nom écrit d'une écriture appliquée. Monsieur Vernet. Pas Charles. Pas patron. Monsieur Vernet. Il la prit du bout des doigts, agacé d'avance par ce qu'il imaginait. Une supplique, un merci, un petit drame. Il déchira le rabat. Une seconde lettre apparut, plus épaisse, reliée par un ruban. Et, au-dessus, une photo en noir et blanc, un jeune homme penché dans un jardin. Pas Amadou. Un autre. Le papier avait jauni au coin. Charles lut la première ligne. Son cœur fit un mouvement de recul, comme on recule d'une marche qu'on n'a pas vue. Ses genoux heurtèrent l'arête du bureau. Il s'assit sans le vouloir. La villa continua de ronronner au loin, indifférente. Il relut. Les mots n'avaient pas changé. Une date, un nom, une phrase simple, posée là avec la patience d'une graine. Monsieur Vernet, je ne vous ai jamais dit. Sa gorge se serra. Il lut la suite. Et tout ce qu'il croyait tenir, la version confortable de sa propre histoire, la carte soignée de sa réussite, se froissa d'un coup. Il leva la main comme pour arrêter une chute. Mais ce qui tombait n'avait pas de corps. C'était une certitude. Dehors, quelqu'un appela « Monsieur Vernet, les invités sont en avance !» Il ne répondit pas. Ses yeux, eux, n'arrivaient plus à quitter la lettre. Sa respiration s'étrangla. Un son court, imparfait, humain. Il avait voulu un jardin droit. Il avait oublié qu'en dessous, les racines décident. Il replia la feuille, très lentement, comme on referme une blessure qu'on découvre. Sa main tremblait. Dans le reflet de la fenêtre, derrière son propre visage, il crut voir passer l'ombre d'un tilleul, celui qu'il n'avait pas planté, celui qu'il n'avait pas regardé grandir. Il se leva.
pas pour se recoiffer, pas pour redescendre serré des mains. Il se leva parce qu'il n'arrivait plus à rester assis. Et contre toute habitude, il chercha l'air, pas les chiffres. Dans sa poche, son téléphone vibra encore. Contrat, horaire, stratégie. Sur son bureau, l'enveloppe ouverte le regardait comme un témoin silencieux. En bas, la fête commençait. En haut, un homme comprenait, trop tard peut-être, qu'il avait confondu la perfection avec l'oubli. La lettre tremblait entre les doigts de Charles Vernet. Les lignes, tracées d'une écriture soignée mais hésitante, semblaient danser sous la lumière dorée du soir. Il inspira profondément et reprit, mot par mot, sans comprendre encore ce qu'il lisait vraiment. « Monsieur Vernet, je ne vous ai jamais dit qui j'étais avant d'être jardinier. Je n'en voyais pas la nécessité. La terre ne demande pas de curriculum vitae. Mais si vous lisez ces mots, c'est que j'ai quitté cette maison et qu'il est temps de remettre les choses à leur place. Il y a 30 ans, j'ai travaillé ici déjà. Pas comme employé, mais comme aide pour votre père, dans le jardin derrière la serre. » Charles cligna des yeux. Son père? Il ne se souvenait pas d'un Amadou à cette époque-là. Il continua. Il m'avait trouvé au bord de la route, après un hiver dur. Je cherchais du travail, n'importe lequel. Il m'a tendu la main sans rien demander. J'étais jeune. Je venais d'arriver en France, sans papier, sans adresse. C'est lui qui m'a donné ma première pièce d'identité. C'est lui qui m'a appris que le respect ne se signe pas sur un contrat. Et c'est dans ce même jardin qu'il m'a confié un secret. Charles sentit son cœur se serrer. Il se souvenait de son père, Jacques Vernet, un homme taiseux, rigoureux, souvent absent mais juste. Un entrepreneur à l'ancienne, pour qui la parole valait serment. Un homme qu'il avait voulu dépasser toute sa vie. Il m'a montré un tilleul minuscule, à peine plus haut qu'un genou. Il m'a dit « Je veux qu'il grandisse avec mon fils. Si un jour je ne suis plus là, ce tilleul lui rappellera qu'il y a toujours un homme pour protéger les autres de l'ombre. » Ce tilleul, monsieur Vernet, je l'ai gardé, nourri, soigné chaque année. Il m'a vu vieillir. Et quand votre père est mort, j'ai continué, parce que c'était ma promesse. Les lignes suivantes devinrent floues. Charles s'essuya les yeux, agacé par sa propre émotion. Il reprit. « Vous m'avez souvent reproché d'être lent, de vouloir comprendre la terre au lieu de la dompter. Peut-être avez-vous raison. Mais la terre, monsieur Vernet, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Si vous arrachez tout pour que ce soit parfait, vous finirez avec un jardin sans âme. Et un homme sans racines finit toujours par tomber, même s'il a des murs en marbre autour de lui. » La dernière phrase était écrite d'une main presque tremblée. Votre père disait souvent « Mon fils ne doit jamais oublier de remercier ceux qui creusent pendant qu'il construit. » Alors, je vous laisse cette lettre, non pas pour vous faire honte, mais pour vous rappeler que parfois, ce que vous cherchez à contrôler vous a déjà été offert. J'espère qu'un jour, vous comprendrez. La signature, Amadou Diallo. Charles resta immobile, les doigts crispés sur le papier. Le bruit des rires et des verres, qui s'entrechoquaient, montait du rez-de-chaussée. Il aurait dû descendre, saluer les invités, mais tout lui semblait lointain, presque étranger. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. De là, il voyait le tilleul. Son feuillage ondulait sous le vent du soir. Les dernières lueurs du soleil accrochèrent les feuilles comme des flammes vertes. Il se revit enfant, jouant à cache-cache autour de cet arbre, pendant que son père observait depuis la terrasse, un cigare à la main. Il se souvint d'une phrase, oubliée depuis des années, « Un arbre, c'est la mémoire d'une maison. » Quelque chose se brisa en lui. Pas une larme, pas encore, mais une fissure dans la façade impeccable de l'homme d'affaires, dans la carapace de contrôle et de chiffres. Une voix à l'interphone, « Monsieur Vernet, les investisseurs sont là. On vous attend pour le toast. » Il resta dos à la porte. « Dites-leur que je descends dans 5 minutes. 5 minutes. » Mais il n'en descendit jamais. Il attrapa son manteau, sortit par la porte de service et traversa le jardin à grandes enjambées.
Le gravier craquait sous ses pas. Chaque mètre lui semblait plus lourd que le précédent. Devant le tilleul, il s'arrêta. Le tronc était épais, solide, presque humain dans sa présence. Les racines avaient soulevé un peu le sol, juste là où Amadou avait placé la corde du tuteur des années plus tôt. Charles posa une main sur l'écorce. C'était rugueux, chaud, et il comprit. Il comprit que ce jardin, cette maison, cette fortune, tout cela n'était qu'une façade construite sur le dos d'homme qu'il n'avait jamais regardé vraiment. Un bruit derrière lui. Émilie essoufflait, la tablette toujours en main. « Charles, mais qu'est-ce que vous faites? Tout le monde vous attend. » Il se tourna lentement, les yeux rouges, la lettre encore dans la main. « Émilie, annule la soirée. »« Pardon? Dis-leur que le contrat peut attendre, que tout peut attendre. »« Vous êtes sûr? » ?»« Oui. » Il leva les yeux vers le ciel. « Ce soir, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui compte plus que tous les investisseurs du monde. » Et sans un mot de plus, il quitta la propriété, la lettre dans la poche intérieure de sa veste, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. La route serpentait entre les collines franciliennes, bordées de peupliers, dont les feuilles bruissaient sous la brise du soir. Charles Vernet conduisait sans vraiment voir la route. Son esprit tournait encore et encore autour de la lettre, de la signature, du nom qu'il avait prononcé 1000 fois sans jamais le regarder vraiment. Amadou Diallo. Ce nom sonnait soudain comme une cloche oubliée qu'on aurait réveillée après trop d'années de silence. Il s'arrêta devant un petit pavillon à la sortie de Saint-Germain-en-Laye. Une maison modeste, aux volets écaillés, avec un minuscule potager devant. Une lumière jaune filtrait par la fenêtre du salon. Charles descendit de voiture, le cœur lourd, les mains moites. Il frappa. Une voix de femme répondit derrière la porte. « Oui? Bonsoir. Je cherche Monsieur Diallo. Amadou Diallo. » La porte s'ouvrit lentement. Une femme d'une cinquantaine d'années, foulard noué derrière la tête, le regard prudent. « C'est mon père que vous cherchez. Il est malade. Qui êtes-vous » Charles hésita. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus de titre à offrir. « Je suis son ancien employeur. » Elle le dévisagea, méfiante, avant de s'écarter. « Entrez. » Le salon était simple mais propre. Sur la table, des tasses de thé, un vieux poste de radio, des photos d'enfants sur les murs. Et dans un fauteuil près de la fenêtre, sous une couverture, Amadou. Son visage avait pâli, mais ses yeux, eux, avaient gardé la même douceur calme. « Monsieur Vernet, » dit-il avec un sourire, « vous avez reçu ma lettre, alors ?» Charles resta debout, incapable de trouver les mots. Il aurait voulu se justifier, mais la honte lui coupait la voix. Il finit par s'agenouiller à côté du fauteuil. « Pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça avant ?» Amadou haussa les épaules faiblement. « Vous n'écoutiez pas. Si j'avais su que vous aviez connu mon père, que vous aviez travaillé ici avant, vous n'auriez rien changé, monsieur, parce que la bonté qu'on force n'a pas de racines. » Charles baissa la tête. Le silence s'installa, seulement rompu par le tic-tac d'une horloge. « Vous savez, » continua Amadou, « votre père parlait souvent de vous. Il disait que vous étiez plus intelligent que lui. Mais il craignait que vous oubliiez de regarder les gens qui travaillent dans l'ombre. » « Il avait raison, » murmura Charles. « J'ai oublié. J'ai tout oublié. » Les yeux d'Amadou s'adoucirent. « Vous vous souvenez du tilleul ? » « Oui, il a tenu sa promesse. Il a protégé la maison, même quand vous ne vouliez plus la voir. » Charles ferma les yeux, la gorge serrée. « Amadou, je veux réparer. On ne répare pas la terre qu'on a piétinée, monsieur Vernet. On la replante. Doucement, jour après jour. » Les mots tombèrent comme une prière. Charles hocha lentement la tête. Il sortit une enveloppe de sa poche. Un chèque, important. « Pour vous, pour votre famille. » Amadou secoua la tête. « Gardez votre argent. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Un jardin, mes enfants, la paix. » Charles insista. « Laissez-moi au moins faire quelque chose. » Amadou réfléchit un instant, puis répondit. « Alors, plantez. Plantez un nouvel arbre. Pas chez vous, là où il y a besoin d'ombre. » Charles leva les yeux, surpris. Amadou sourit, fatigué mais sincère.
C'est ce que faisait votre père. Chaque fois qu'il signait un contrat, il plantait un arbre pour rappeler que rien ne pousse sans racines. Charles sentit ses yeux se brouiller. Je le ferai. Je vous le promets. Amadou hocha la tête, referma doucement les yeux. Alors, je peux dormir tranquille. Un long silence. La fille d'Amadou s'approcha, posa une main sur l'épaule de Charles. Il se fatigue vite. Vous devriez partir. Charles se leva, recula d'un pas, sans détourner le regard de cet homme qui venait de lui rendre son père. Il murmura « Merci, Amadou, pour tout ». Mais Amadou ne répondit pas. Son souffle s'était apaisé, presque imperceptible. Sur ses lèvres, un léger sourire. Charles sortit dans la nuit fraîche. Le ciel au-dessus de lui semblait plus vaste qu'il ne l'avait jamais vu. Il leva les yeux et pour la première fois depuis des années, il pria. Pas pour réussir, pas pour gagner, pour comprendre. Le lendemain matin, la villa Vernet semblait méconnaissable. Le silence y régnait comme dans une cathédrale après une prière. Les traiteurs étaient repartis, les bouquets fanés, les coupes à moitié pleines abandonnées sur les tables. Personne ne savait ce qu'il s'était passé la veille. Pourquoi le maître des lieux avait disparu à l'heure du dîner, laissant ses invités médusés. Charles franchit le portail à l'aube. Son costume froissé, ses yeux cernés, sa démarche lente. Il ne ressemblait plus à l'homme qu'on redoutait dans les bureaux de la Défense. Il tenait dans ses mains une petite boîte en bois, soigneusement fermée. Il traversa le jardin sans un mot, jusqu'au tilleul, celui qui avait tout commencé. Le sol était encore humide de rosée. Il s'agenouilla, posa la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, des graines. De tilleul encore. Et un mot écrit la veille, d'une écriture tremblée. Pour que la lumière reste douce. Adé. Charles resta longtemps immobile, puis prit la pelle appuyée contre le muret. Il creusa, lentement, sans se presser. Chaque pelletée lui arrachait un souvenir. Les cris, les ordres, la colère, le mépris. Tout remontait à la surface, comme des pierres qu'on déterre. Quand il eut terminé, il versa les graines dans la terre, les recouvrit, puis s'assit au sol, mains sales, souffle court. Le vent passa dans les feuillasses du vieux tilleul comme une réponse. Il murmura « Tu avais raison, Amadou. Rien ne s'achète. Tout se plante. » Une larme coula sur sa joue, lente, brûlante, mais claire. Pas de honte cette fois, pas de colère. Seulement une étrange paix, la même qu'il avait vue dans les yeux d'Amadou avant qu'il ne s'endorme pour la dernière fois. La journée s'étira. Charles passa des heures à marcher dans le jardin. Il observa chaque arbre, chaque plante, comme s'il les voyait pour la première fois. Chaque trace de main d'Amadou devenait un souvenir vivant. La rigole d'eau au pied des rosiers, les pierres alignées le long du bassin, même la légère inclinaison du figuier qu'il avait tant critiqué. Il comprit enfin. Ce n'était pas un défaut. C'était une trace d'âme. Au crépuscule, Émilie apparut timidement sur la terrasse. Les investisseurs ont rappelé. Ils veulent en savoir si la soirée est reportée. Dites-leur que non. Vous ne voulez pas signer? Je signerai. Mais pas ce contrat. Lequel alors? Charles se tourna vers le jardin. Celui qu'on passe avec la vie quand on arrête de la dominer. Elle resta muette sans savoir quoi répondre. Il sourit. Faites venir des enfants des écoles du quartier. On plantera des arbres ici dans tout le terrain. Ce sera notre nouveau projet. Émilie le regarda, déconcertée. Vous êtes sûr, monsieur Vernet? Oui. Cette fois, je veux bâtir quelque chose qui pousse sans moi. Le soir tomba doucement sur Neuilly. Dans le silence, un homme autrefois fier et pressé se tenait là, les mains couvertes de terre, le regard perdu dans le feuillage. Et pour la première fois depuis son enfance, il se sentit chez lui. Il faut parfois perdre tout ce qu'on croit contrôler pour redécouvrir la seule richesse qui compte, celle du cœur. Les racines invisibles, l'humilité, la gratitude, la mémoire, sont celles qui empêchent l'homme de tomber. Et ceux qu'on croit petits sont souvent les seuls à comprendre la grandeur. Abonne-toi si tu crois, toi aussi, que les plus grandes leçons viennent des plus silencieux. Écris en commentaire « Historis de Dîmes » si cette histoire t'a touché. Et partage-la
pour rappeler qu'un simple geste peut rendre la dignité à tout un monde.